Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Julie est issue d'une famille d'agriculteurs. Très jeune, elle sait qu'elle ne suivra pas le modèle parental. Elle veut être journaliste, elle veut quitter le Sud, elle veut vivre à Paris. À 18 ans, Julie trace sa route. Elle démarre ses études à Assas puis au CFJ, avant de décrocher son premier boulot chez Radio France. Aujourd'hui, Julie a 28 ans et elle nous raconte comment, de journaliste radio en CDI, elle est devenue directrice générale d'Ombrea, une des startups les plus en vue dans le domaine de l'agritech. Dans les exceptionnels, donc nous recevons aujourd'hui Julie Davico, qui est la cofondatrice et directrice générale de la startup Ombrea. Donc bonjour Julie. Bonjour. Alors bienvenue dans le podcast Les Exceptionnels. Donc Les Exceptionnels, c'est le podcast qui présente des femmes entrepreneurs de la région Sud et notamment donc des femmes qui ont entrepris dans des métiers qu'on dit des métiers dits d'hommes. Donc Julie, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci de partager ton expérience, qui plus est dans des conditions un peu particulières, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de la situation sanitaire, cet enregistrement se fait à distance. Donc pour commencer cette interview, je te propose tout simplement de te présenter. Oui, donc je suis la cofondatrice d'Ombrea. Ombrea est une start-up qui développe des outils de protection et gestion des cultures face aux aléas climatiques. Donc en fait, je travaille dans l'agriculture et l'agriculture, on va dire, intelligente, connectée, puisqu'on utilise de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner nos outils. D'accord, merci Julie. Alors, Ombrea, donc c'est ta nouvelle vie professionnelle, mais avant d'arriver là, il y a eu tout un parcours et j'aimerais que tu me présentes un petit peu quel a été l'environnement dans lequel tu as grandi et puis quel a été aussi à la base en fait ton parcours scolaire. Déjà, j'ai un parcours dans mon enfance en tout cas qui est assez proche de l'environnement dans lequel j'évolue aujourd'hui, puisque j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, que ce soit mes parents ou encore toute ma famille, donc mes grands-parents, mes oncles et tantes. J'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, à la campagne, à côté d'Aix-en-Provence, dans un petit village, et vraiment, moi, j'ai toujours été habituée à parler météo, à parler fruits, légumes, vignes, vraiment tous ces sujets que les enfants d'agriculteurs connaissent, les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer, leur vulnérabilité face, on va dire, aux aléas, la fragilité aussi de leur situation professionnelle pour la plupart. Au niveau de mon parcours, donc moi j'étais une enfant, on va dire, qui travaillait bien à l'école, j'étais plutôt sage, bien élevée, et surtout ce qui me marque un petit peu, c'est que j'ai toujours été un petit peu en contradiction avec mon environnement familial, dans le sens où c'est ce que j'ai toujours connu, mais c'est ce que j'ai toujours voulu quitter, on va dire. J'ai toujours aspiré en fait à prendre un petit peu le vent et partir de mon petit village, et j'avais envie d'un petit peu d'expérimenter autre chose. Alors, petite question, du coup, toi, par exemple, au niveau des études que tu as choisi de faire au lycée? En fait, j'étais plutôt bonne en éco, en histoire géo, en français. J'ai toujours voulu faire journaliste depuis
j'étais toute gamine, parce que je trouvais qu'être journaliste, c'était plutôt chouette. On avait une grande liberté d'action. On pouvait un petit peu, on pouvait réfléchir, on pouvait vraiment être dans l'action, d'avoir l'impression de prendre part aux événements. Et c'est quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait. Donc j'ai construit un peu mon parcours scolaire en fonction de cette volonté d'être journaliste. Donc au lycée, j'ai fait une terminale ES, éco, et puis ensuite j'ai construit mes études sur cet objectif-là. Donc je suis partie en classe prépa littéraire. Je me suis dit que ça me ferait du bien un petit peu d'être dans un cadre très strict pour apprendre, pour aller plus loin dans l'apprentissage de l'écriture et de la langue et de ma culture générale. Donc j'ai fait 2 ans de classe prépa littéraire. Après, je suis allée faire du droit à Paris. Et en faisant du droit, ça m'a permis en fait, là encore, d'élargir un petit peu la culture G pour pouvoir passer et réussir les concours des écoles de journalisme qui demandaient justement de savoir un petit peu sur tous les domaines qu'on pouvait connaître, que ce soit le droit, la science politique, l'histoire géo, c'était très global. Et donc j'ai passé des concours des écoles de journalisme et j'ai eu l'école qui s'appelle le CFJ, le Centre de formation des journalistes à Paris. Et j'ai fait donc mon master 1 et 2 là-bas avant de pouvoir, pour de vrai, avoir ma carte de presse et être journaliste. Et donc toi, tu disais que ce choix, c'est un choix qui te permet en quelque sorte de prendre ton envol par rapport à l'univers familial, par rapport à ton environnement. Donc moi, j'ai grandi à côté d'Aix-en-Provence, donc à la campagne, au milieu des chevaux, au milieu des champs. C'était un environnement très vert, enfin, à la campagne, quoi. Donc j'ai vraiment grandi dans cet environnement, on va dire, un peu privilégié et très nature. C'est quelque chose qui me plaisait bien. Mais très vite, je me suis sentie un peu étouffée, je pense que c'est le mot. J'avais envie de me dire que j'allais pouvoir mener ma vie et aller construire par moi-même quelque chose, peut-être d'un petit peu plus grand, d'un petit peu plus concret. Je voulais voir ce que je pouvais faire par moi-même, en dehors, on va dire, de ce cercle très familial. Mes aspirations professionnelles se sont tout de suite construites à partir de ce constat et c'est la raison pour laquelle, dès le début, dès l'adolescence, je me suis dit: «Il faut que j'aille à Paris, il faut que je parte de là pour vraiment voir ce que je peux faire par moi-même». Ça a été vraiment l'objectif de départ et c'est la raison pour laquelle je pense j'ai choisi d'être journaliste pour pouvoir voir justement, faire des voyages, aller sur le terrain, aller à la rencontre aussi, de gens qui étaient pas forcément de mon milieu et qui travaillaient dans d'autres domaines. Parce que c'est ça, être journaliste, c'est aussi, c'est cette ouverture et d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens qui peuvent être, ouvriers comme, PDG, comme politiciens ou voilà, c'est très varié et je pense que c'est ce que je recherchais. Je recherchais vraiment une forme d'expérimentation, et je voulais me sentir libre surtout. J'avais besoin d'air. Et tes parents, par rapport à ce besoin de liberté, ce besoin de partir, ce besoin de quitter à la fois le cocon familial, éventuellement ne pas suivre leurs traces, comment ont-ils réagi? Mes parents ont toujours été hyper ouverts. Ils ont toujours considéré que les choix que j'allais faire, dans tous les cas, c'était mes choix et ils m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire. Là-dessus, j'ai jamais senti un frein. Au contraire, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans mes choix et j'avais mon père qui allait à chaque fois avec moi au salon, au salon des étudiants pour voir ce que j'allais pouvoir faire, comment. Enfin, là-dessus, je me suis vraiment sentie accompagnée. J'ai eu énormément de chance de vivre dans cet environnement familial très protecteur et en même temps qui portait un peu, mes ambitions et ça, je leur en suis vraiment très reconnaissante. Donc ils ont pas été dans une démarche, de se dire: «Bon, bah, voilà, on va absolument la retenir, il faut qu'elle reste, à la maison, il faut qu'elle monte, elle aussi une exploitation pour être agricultrice». C'était pas du tout, du tout, du tout l'ambiance à la maison. Au contraire, je pense qu'ils étaient absolument ravis d'avoir leur fille qui avait envie de croquer la vie et surtout d'aller loin, quoi. Je pense que cette ambition-là, ils en étaient très fiers.
Et donc, cette ambition-là et ces études, donc classe prépa, école de journalisme prestigieuse, euh, où ça t'amène en fait, première expérience professionnelle? Ça m'amène déjà pendant 2 ans chez Radio France, qui est la meilleure école de la vie dans le journalisme, dans le sens où pendant 2 ans, j'ai ce qu'on appelle tourné dans les stations de la maison Radio France. Donc ça veut dire que je me suis retrouvée aussi bien à France Bleu dans Lyon, dans la Sarthe, comme dans des rédactions à Paris, comme Move, Inter, Info. Voilà, c'est vraiment euh, exceptionnel. On apprend plein de choses. Ça a aussi été, je pense, les 2 ans les plus compliqués de ma courte carrière professionnelle. Ça a été extrêmement difficile parce que déjà, je commençais ma carrière, donc je savais pas grand-chose. Il fallait tout apprendre vraiment sur le terrain. Et puis j'étais toute seule, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée toute jeune, sans aucune expérience, au fin fond de Lyon, à devoir me débrouiller à faire parfois jusqu'à 4 reportages par jour, avec de grosses responsabilités. Et ça a été hyper formateur. Je me suis découverte vraiment. J'ai découvert ce que je recherchais, en fait. Je recherchais cette liberté. Je voulais voir si j'étais capable de quitter mon confort. Et c'est là que ça a été une révélation, en fait. Je me suis retrouvée dans des endroits complètement improbables et je me suis dit, mon Dieu, mais t'as réussi à le faire. Si t'as réussi à faire ça, franchement, tu n'as plus aucune limite. Je pense que tu peux tout faire maintenant. Et ça a été, je pense, la plus grosse leçon que j'ai pu vivre ces 2 années-là. Excuse-moi Oui, Julie, je te pas de coupe. souci. Petit détail, petite question. Quel âge tu avais à ce moment-là? Alors, c'était pendant mon apprentissage pendant l'école. Alors attends, j'avais entre mes 21 et 23. D'accord. Donc oui, je devais avoir 23, 22, 23. Et donc de cette expérience, donc il y a d'abord Radio France. Qu'est-ce qui te faisait vibrer dans ce métier-là? Ce qui me faisait vibrer dans ce métier-là, c'était la petite lumière rouge qui s'allume. Et à partir, quand cette petite lumière s'allume, en fait, c'est comme si vous plongiez dans le vide, quoi. C'est-à-dire que quand on sait que la lumière est allumée, on sait qu'il y a potentiellement des milliers de personnes qui peuvent attendre ce que vous allez raconter à ce moment-là, quoi. Et ça procure une adrénaline qui est incroyable. Il faut forcément se raccrocher à un minimum de confiance en soi pour pouvoir assurer. Parce que la plupart du temps, c'est du direct, parce que je faisais des reportages, mais je présentais aussi des journaux. J'étais parfois seule le matin, j'étais matinalière le week-end, et il fallait que je me lève à 2 heures du matin et que j'aille toute seule à la rédac et que je me retrouve juste avec un ingénieur qui allumait les micros. Et puis voilà, c'est hyper, hyper pressurisant quand on a 22, 23 ans de se retrouver face à un micro et de devoir parler aux gens pour les réveiller le matin. Ça a été, je pense que c'est ça, c'est l'adrénaline, vraiment cette adrénaline, et de me mettre en danger à chaque fois, chaque matin, de me dire, est-ce que tu vas être capable de le faire? Et ça, je crois que c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce métier-là. Et est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui, par rapport à l'image que tu te faisais, par exemple, du journaliste ou du journaliste radio, qui t'ont peut-être un peu déçu? Ce qui m'a déçue, c'était de travailler toujours, on va dire, dans l'urgence. J'avais assez peu de temps pour faire un travail un peu plus qualitatif, je dirais. Je me faisais un peu une image du journaliste qui avait le temps de peaufiner ses enquêtes, qui avait le temps de travailler vraiment dans le détail, avec un gros, gros niveau d'exigence. Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu manqué dans ce métier-là. Alors, Radio France, c'était mes 2 premières années, mais après, quand mon apprentissage s'est terminé, j'ai été embauchée, j'ai eu mon premier CDI dans le milieu chez CNews, où j'ai fait de la politique. Et c'est vrai que ce qui me manquait plutôt davantage dans ce poste-là, c'était le manque de terrain. Je manquais un peu de prise avec le réel. Euh,
j'imaginais assez peu mon travail finalement, quand j'étais étudiante, quand je rêvais un peu de ce travail dans un bureau fermé, à passer des coups de téléphone, à aller assez peu sur le terrain. Je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué, mais c'est quelque chose que vivent, tous les journalistes, je pense, ou la grande majorité des journalistes aujourd'hui, parce que le métier est devenu comme ça aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué, ce côté où j'étais un petit peu plus, libre de mes décisions et des reportages que j'allais pouvoir faire tous les jours. Et donc, voilà, tu as une situation relativement stable avec le statut de journaliste, avec un métier qui te plaît en dépit de peut-être quelques petites frustrations. Il y a peut-être un événement, un tournant, un moment qui fait que cette carrière, tu l'abandonnes. Quand est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui se passe? Alors, ça se passe, on va dire, au moment où, certes, j'étais frustrée un petit peu dans mon travail, mais bon, qui n'est pas frustré dans son travail? Voilà, forcément, il y a toujours des petits points négatifs. Mais le métier me plaisait parce qu'en fait, ça se passe, en 2016 et 2016, c'est la préparation de la présidentielle de 2017. Donc autant dire qu'en tant que journaliste politique, j'allais passer vraiment l'année la plus dingue de tous les 5 ans. On sait qu'on passe une année incroyable, c'est celle de la présidentielle. C'est génial à suivre quand on est journaliste. Donc en fait, ça arrive à ce moment-là où théoriquement, je n'aurais jamais dû remettre en question le poste que j'avais, qui était stable, bien payé, où tout se passait super bien. Et à ce moment-là, donc l'été 2016, mon père, qui était toujours horticulteur, perd un quart de ses récoltes à cause d'un épisode de sécheresse. C'est absolument, c'est catastrophique. Il n'est pas le seul dans cette situation et surtout, c'est une situation qui est de plus en plus récurrente avec, les aléas climatiques et tous les changements que l'on connaît, aujourd'hui. Et donc à partir de là, on se dit, ça peut plus continuer, l'exploitation est clairement mise à mal. On voit mal comment, continuer à travailler dans ces conditions-là. Et je dis «on», hein, ça veut dire que je me sens quand même, bien intégrée, dans la situation qu'il connaissait, alors qu'il était quand même tout seul sur son exploitation. Et donc on décide de passer à l'action parce qu'on n'arrive pas à trouver un outil qui permette de maintenir l'exploitation en dépit des aléas climatiques. Et donc c'est là qu'on passe à l'action et je le vois vraiment comme un déclic parce que clairement ça arrive, on va dire, presque au pire moment me concernant, parce que je m'apprêtais à vivre l'année la plus folle de mon début de carrière, de journaliste. Vous avez découvert aujourd'hui le parcours de Julie avant Ombrea. Dans 15 jours, Julie nous racontera l'événement qui a changé sa vie, la création d'entreprise, le choix de s'associer avec son père et les challenges quotidiens dans son nouveau rôle d'entrepreneur. Si vous avez aimé cet épisode des Exceptionnels, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'histoire. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.